Les débats avec vous aujourd'hui, Alex Darmon, journaliste politique, votre chaîne sur YouTube Les Indécis, chaîne de débat politique. Bonjour Alexis Valérie. Poulain, bonjour, journaliste, directeur de la publication du Monde Moderne, éditorialiste sur RT France, bonjour. Bonjour. Najwa Laïté, docteur en droit public, porte-parole de Territoire de Progrès, et vous avez publié Laïcité et République aux éditions L'Harmattan. Vous êtes également avocate. Et Nicolas Jeantet, directeur des Centristes Bonjour, et conseillers de Paris. Bonjour à vous. Bonjour. Vous allez bien, Najwa ? J'ai toujours le Covid, hein. Je suis toute seule, isolée. Donc, bon, ça s'annonce mieux qu'avant. Bon, tant mieux. Et Gilles Gansman qui est resté avec nous. Sans Covid, tout va bien. Bon, écoute, touchons du bois pour le zapping de la présidentielle. Sud Radio, le zapping de la présidentielle. Allez Valérie, je vous ai préparé un petit amuse-bouche comme hier. Faut pas vous habituer à mes amuse-bouches. Hein. Petit tacle d'Anne Hidalgo hier sur BFM à Ségolène Royal. C'est fin, ça se mange sans fin. Elle n'est pas à ma place et donc c'est ainsi. Et c'est peut-être ce qu'elle regrette, mais surtout je lui dis c'est dommage quoi. C'est dommage parce que c'est une grande figure de ne pas être dans la fidélité à une famille qui lui a quand même tout donné. Moi je choisis la fidélité, y compris dans la difficulté. Jalouse, infidèle. Voilà. Restons dans les vengeances et les réponses du berger à la bergère. Valérie Pécresse hier est revenue sur LCI sur le départ d'Éric Woerth. Et vous allez voir, elle y a été. Hein. Vous savez, Éric Woerth, en 2017, il m'a appelé entre les deux tours de l'élection législative, à une semaine de son élection. Il m'a appelé, il m'a dit au secours Valérie, je vais être battue, il faut que tu viennes me soutenir, il faut que tu viennes passer la journée avec moi. Et en 2017, je suis venue. J'ai tout lâché, je suis venue le soutenir, j'ai passé la journée avec lui à Senlis, on a fait tous les commerçants, on a fait toutes les rues, on a fait du porte-à-porte et il est passé à 51%. Voilà. Alors moi je suis désolée, mais Éric Woerth en 2017, j'étais là pour lui. Et je comprends pas qu'aujourd'hui il retourne. Et je ne comprends pas qu'aujourd'hui il retourne sa veste. Il a dit pendant 5 ans qu'Emmanuel Macron gérait mal le pays. Donc c'est franchement une immense, pour moi, déception, y compris affective. Oui, Nicolas Jeantet. Oh, c'est pas une surprise. Ça fait très longtemps qu'on pensait qu'il allait partir. Je crois que tout simplement c'est pour des raisons personnelles. Il a envie d'être ministre. Ouais. Il se dit allez, Macron a une chance de passer. Avec Pécresse, je ne le serai pas. Pas parce qu'elle ne sera pas présidente, mais parce que je choisirai tout simplement pas comme ministre. Et donc voilà, il a choisi voilà. Il n'y a pas non plus 15 ténors chez LR. Je ne sais pas si elle ne le choisirait pas comme ministre. Mais moi j'ai juste envie de lui dire bienvenue en politique à Valérie Pécresse. C'est ça, voilà, tous les coups, la trahison, sont de tous les côtés. Enfin, je suis surpris par ce mercato qui n'apporte strictement rien. Qui sait d'ailleurs qui est Éric Woerth au fin fond de la Corrèze? Beaucoup de monde. Qui sait Éric Woerth non, Éric Woerth non. Qui sait qui est Bora Bona? C'était qui la Bora je sais plus qui là? Nora Béra. Nora Béra. Je connaissais même pas Nora Béna. Elle était ministre, mais enfin bon, j'étais pas né, je suis sûr. Non, je plaisante. Non, mais enfin, faut arrêter avec ce mercato. Ça veut juste dire que la campagne présidentielle est d'une pauvreté absolue au niveau des thématiques. On va en parler. Alexis Poulain. Je pense qu'il y a deux mondes. Il y a le monde des politiques, qui est un monde à part, un petit monde où tout le monde se connaît, s'est fait des coups de pute, excusez-moi du terme, ou des politesses. Et puis il y a les Français. Voilà. Et puis il y a l'abstention, il y a l'idée que ces politiques responsables du bas niveau de débat qui se plaignent en disant oui, l'élection présidentielle mérite mieux. Mais c'est de gauche et de droite. Je crois qu'il y a un moment où le jeu politique a ses limites. Et je trouve que là, dans cette campagne, il atteint absolument ses limites. On va en parler. Exactement, je suis d'accord. On va le prendre en thème. On ne l'avait pas forcément prévu, mais cette réflexion qui revient sur le bas niveau de la politique, je trouve que... Qu'est-ce que ça veut dire ? Quelle animatrice talentueuse vous êtes. Journaliste. Oh, je sens qu'elle a préparé le prochain zapping. Mais incroyable. Elle est forte. Quelle femme formidable. Faire votre transition. J'y vais. Bon, avec tout ça, la campagne vole pas très haut. Non. Merci, madame. Et ça a amusé évidemment Yann Barthès hier dans Quotidien, qui s'est amusé de tous ces politiques qui se plaignent du niveau de la campagne, alors que qui fait la campagne ? Eux. Pas seulement. Hein. Vous allez voir, ça les a amusés chez Quotidien. Et ce qui est dingue, c'est ça. Et je vous avoue que j'ai un jugement très dur sur la manière dont se déroule cette élection présidentielle. Des excès tous les jours de la part de tous les candidats. Mais qui fait la campagne
La France mérite pas qu'on fasse descendre le débat aussi bas. La politique est devenue une sorte de spectacle affligeant. D'ailleurs, c'est plus une campagne présidentielle, c'est une campagne pestilentielle. Bah oui, mais ce sont eux qui font la campagne et ce sont eux qui critiquent le niveau de la campagne. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on élève le débat. La pauvreté du débat intellectuel dans cette pré-campagne est assez saisissante. Je trouve que dans cette campagne, ça manque de vision. Le débat politique ces dernières semaines, il s'est affaissé. Il n'est pas à la hauteur. Ça ne tient qu'à vous, hein. Manuel Valls qui la ramène. Pardon. Ah, vous étiez, le micro était ouvert. Ça ne tient qu'à eux. Vous allez faire le débat après. On va en parler après, donc je vous ferai réagir sur ce son et puis... Pour finir, un moment émouvant, Valérie. Je ne sais pas si vous avez vu hier. Non, mais attends. Moi, je ne sais pas si vous l'avez vu hier. Jean-Luc Mélenchon a fendu l'armure. Vous avez vu sur BFM? J'ai pas tout vu, mais j'ai trouvé excellent. J'ai trouvé excellent. Il a raconté avec émotion l'achat de son premier frigo. Mais quand moi je suis allé faire pion, on avait quasiment une paye de cadre A. C'était incroyable. Hein. Alors tout d'un coup, me voilà avec une plutôt jolie somme après avoir tiré la langue comme pompiste, correcteur dans l'imprimerie et le reste. Et je m'en vais. J'étais très jeune père, pouf, me voilà parti, impossible de continuer à vivre sans un frigo. Ça, c'était pas pensable. Donc j'ai acheté un frigo. Ouais, je vous raconte aussi mon anecdote. Écoutez bien les gens. 30 ans après, le frigo, il marche encore. D'accord, c'était une affaire, hein. C'était une affaire. Il faut dire la marque alors du coup. Ça veut dire que... Non mais, il faut arrêter de raconter aux gens qu'on ne peut pas faire autrement. C'est pas vrai, c'est vous qui avez raison. C'est programmé pour que ça claque. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors là, c'est d'une simplicité absolue. Vous dites, il n'y a pas de frigo qui se vende en France sans une garantie de 15 ans. Et oui, il fait aussi ses courses, il parle du pouvoir d'achat et de son premier frigo. Bon, très proche des gens. En même temps, tout le monde se souvient de l'achat de son premier frigo quand on était jeune étudiant. Moi, j'ai acheté un meublé, donc je sais pas. Ah, tu l'as acheté en meublé. Non, mais en vérité, c'est là où il est très bon. Ouais, il est très bon en meeting. Il s'adresse aux gens, il échange. Il parle du quotidien. Alexis ? Il a transformé l'émission en meeting politique hier. C'est ça qui était assez incroyable. C'est comment il a renversé la mécanique. Oui, il a renversé la mécanique de l'émission et il y a eu un échange réel et sans filtre sur des sujets très concrets pour le coup. Et l'émission d'Hanouna lui a fait beaucoup de bien parce qu'il a été très mauvais. Il s'était énervé face à tous les adversaires qu'il avait eu sur le plateau. Absolument. Et il y a quelques semaines, il a fait France 2. Enfin, la semaine dernière, un débat très très intéressant face à Roux de Bézieux du MEDEF. Il s'est pas énervé. Il articule mieux, il parle mieux, il est plus calme. Pareil hier soir. Donc peut-être qu'il est enfin entré en campagne et d'ailleurs ça se voit dans quelques premiers sondages. Et même ses meetings sont très très bons. Il sort de son texte, il avance vers le public, sans texte, sans rien, en les interpellant, etc. C'est vrai, c'est un très très bon tribun. Non, mais même dans le propos de ce qu'il disait, ça concerne les gens. Il touche les gens en priorité, bien sûr. Oui, dans leur quotidien. Najwa, vous l'avez regardé hier ? Oui, je l'ai regardé, pas en entier, mais je l'ai regardé. Mais c'est vrai que Jean-Luc Mélenchon, on a tendance à lui reprocher d'être un apparatchik. Hein. Moi, j'ai pu le constater notamment dans différentes campagnes. On estime qu'il a toujours vécu de la politique. Et ce qu'on peut lui reprocher, c'est de ne pas suffisamment connaître le quotidien des gens. C'est ce qui lui est, en tous les cas, reproché dans des campagnes que j'ai suivies. Et là, c'est vrai qu'aujourd'hui, enfin hier plutôt, dans l'émission d'hier, on a eu un Jean-Luc Mélenchon extrêmement bon, proche en effet, proche des attentes des Français concernant leur pouvoir d'achat, montrer que lui aussi, un temps dans sa vie, il a galéré. Je l'ai trouvé en effet très bon comparé à d'autres émissions. Et d'ailleurs, la question, c'est est-ce que ça va pas devenir le candidat de la gauche unique à un moment ou à un autre? Est-ce que finalement... Vous avez vu que tout le monde n'était pas d'accord. Tout le monde n'est pas d'accord, mais c'est une question qu'on pourrait se poser. Mais bon. Alexis Poulain. Il y a la déclaration de Ségolène Royal, déjà, qui sème le trouble dans les rangs du Parti socialiste. Il y a aussi la dynamique sondagière, on y croit ou pas, mais on voit que Jean-Luc Mélenchon est quand même loin devant. Il y a le programme, il y a l'université populaire,
populaire, enfin le Parlement d'Union populaire. Donc déjà, il y a une logique d'agréger les forces vives avec Geneviève Leguet, une ancienne gilet jaune, avec Didier Mesto, hein, qui était ancien patron de Sud Radio, qui le rejoint aussi. Enfin, on voit bien que derrière, il commence à agréger tout un tas de personnalités qui n'étaient pas forcément pour lui et qui commencent à se dire finalement, si la gauche veut exister dans cette élection présidentielle, la seule chance qu'elle a, c'est peut-être cette candidature-là. Et Alexis, il faut aussi remarquer... évidemment, hein, mais Alex Darmon, attendez, Alex, vous voulez réagir? On se calme un peu. Il faut se calmer quand même, parce que Ségolène Royal, c'est le premier argument sur le fait qu'il y a une dynamique Mélenchon. Enfin, il y a 2 semaines, elle soutenait Pécresse. La semaine prochaine, elle va soutenir Jean Lassalle. Ségolène Royal n'est pas une référence de toute façon en matière. Quand Manuel Valls cherchera une place de ministre, peut-être que Manuel Valls soutiendra Jean-Luc Mélenchon. Non, mais il faut reconnaître quand même qu'il est devenu beaucoup moins clivant qu'avant. Il s'est assez le programme, Olivier nous dit quand est-ce qu'on jugera un potentiel président sur un programme plutôt que sur un vaudeville télévisé. J'ai lu le programme, c'est moins brillant. Et c'est vrai qu'hier, il est resté dans le cadre sur l'islam, sur des choses comme ça. Il a botté en touche sur des questions qui pouvaient... mais qui restent effectivement dans le programme de toute façon. Oui, mais qui pouvaient être clivantes. Mais hier, à la télévision, il n'a pas répondu sur le voile, il n'a pas répondu sur un certain nombre de Est-ce que les Français sont prêts à une constituante et une 6e République? Ça, c'est pas gagné non plus. Peut-être une constituante, je suis d'accord. C'est une 6e République, oui, je suis d'accord. La constituante, il faut d'ailleurs changer de République, je pense. Il faut changer le système. Allez, il est à bout de course. On marque une pause, on se retrouve dans un instant. Merci Gilles pour ce zapping. Et à tout de suite. Les débats avec vous sur Sud Radio, avec aujourd'hui Nicolas Jeantet, directeur des centristes conseillers de Paris. Najwa El Haïté, docteur en droit, porte-parole de Territoire de Progrès. Et votre dernier livre s'intitule Laïcité et République aux éditions L'Harmattan. Alex Darmon, journaliste politique. Vous dirigez la chaîne YouTube Les Indécis, une chaîne de débat politique. Et Alexis Poulain, journaliste, directeur de la publication du Monde Moderne et éditorialiste sur RT France, entre autres activités. On va passer à vos coups de cœur, vos coups de gueule. On va parler de Nicolas Sarkozy. À quoi joue-t-il? Pourquoi ne soutient-il pas Valérie Pécresse? Les sondages vers un second tour Zemmour-Macron. On est encore loin, je vous le concède, du premier tour. Les choses peuvent encore bouger, mais il y a une dynamique, en tout cas, en faveur d'Éric Zemmour. On parlera du pouvoir d'achat et puis de cette campagne. Est-ce qu'elle est si minable que ça et qui en est responsable? Commençons avec notre tour de table quotidien. Alex Darmon, on va commencer avec vous. Oui, alors moi c'est un coup de gueule, mais un double coup de gueule en fait, sur le temps de parole qui est accordé à l'écologie dans cette campagne présidentielle. Hier, les ONG ont publié les chiffres, c'est près de moins de 3% accordé aux thématiques écologiques, au climat dans cette campagne présidentielle. Moins de 3%, c'est quand même rien du tout. Enfin 2,7% quand on dit que c'est un thème national, qu'on a fait des COP et on refait des COP et on en refait encore, et que quand on arrive à une campagne présidentielle, on n'en parle pas du tout, et que aucun candidat ne se saisisse de cette thématique-là. Je trouve ça dramatique, vraiment dramatique. Et donc c'est maintenant encore le Internet, le digital qui va ressortir le thème de la campagne, avec l'affaire du siècle qui va organiser un débat le 13 mars avec tous les candidats qui sont invités. Mais là j'ai un coup de gueule contre l'affaire du siècle, parce qu'ils disent, on demande à tous les candidats de venir proposer leur solution pour lutter contre le réchauffement climatique, sauf les candidats d'extrême droite. Voilà. Parce que je trouve ça vraiment, c'est n'importe quoi en fait. C'est l'antidémocratique. Qu'on soit d'accord ou pas d'accord avec les candidats d'extrême droite, s'ils réunissent leurs 500 signatures, ils ont le droit de s'exprimer et ils ont le droit de donner leur avis et leurs idées autour de ça. Donc double coup de gueule sur le temps de parole accordé au climat et sur le fait qu'on n'invite pas les candidats à s'exprimer autour de ces thématiques-là. Ouais, sur l'écologie, attention, c'est dans le programme de tous les candidats, mais il n'y a pas une mesure écologique. Elle se retrouve dans l'économie, même dans la culture, dans les transports, etc. Vous trouvez qu'on en parle beaucoup? L'écologie, on en parle maintenant dans tous les projets globaux des candidats. Ça a dû m'échapper. Notamment. C'est pas que de la faute des politiques, c'est de la faute des médias aussi. Notamment le nucléaire. On parle en ce moment, bien évidemment, du nucléaire. Ça va rejoindre notre débat tout à l'heure, c'est qu'on parle assez peu du fond des sujets. Mais enfin, hier, Yannick Jadot a rassemblé 1 200 000 personnes, 300 000 personnes, 6% de part du public. On peut pas dire qu'il y ait eu un intérêt à aller voir Yannick Jadot. C'est le candidat Europe Écologie Les Verts. Donc il y a un problème avec l'écologie. Ça concerne tout le monde se sent concerné, sauf que ces sujets-là prennent pas, oui. Oui, non, mais c'est certainement cela. Sur le temps de parole, juste, si je peux me permettre, sur le temps de parole, on va rigoler, parce que quand Jean Lassalle va avoir ses 500 signatures, mais les chaînes d'infos vont devoir faire 48 heures non-stop de Jean Lassalle, tellement ils auront du retard. Là aussi, il y a une incohérence un peu bizarre. Hein. Une réaction à ce que vient de dire Alex Darmon, Najwa et Alexis?
Non, mais c'est vrai que force est de constater qu'il est regrettable que cette thématique, même si elle est présente dans les futurs programmes, eh bien, elle ne soit pas suffisamment débattue, notamment sur les plateaux télé. La réalité est là. Et j'entends aussi quand le coup de gueule concernant le fait que cette association qui va organiser ce débat sur cette thématique-là n'est pas invitée le Rassemblement national. Je ne partage pas, moi, les opinions du Rassemblement national, mais je regrette qu'il ne soit pas invité. C'est quand même, je veux dire, Marine Le Pen, Éric Zemmour, quand vous totalisez avec Dupont-Aignan, c'est plus de 30%. Donc, à un moment, ce ne sont pas des partis interdits. Donc là, je pense plutôt au Rassemblement national. Ce n'est pas un parti interdit et donc il a tout à fait sa place dans les débats. Oui, absolument. Alexis ? Oui, c'est d'ailleurs, l'ARCOM, le CSA est souvent saisi parce qu'il y a un problème de temps de parole, c'est évident, mais vous avez les petits candidats qui ont du mal à exister, même si leurs idées parfois infusent le débat, et des vraies questions qui se posent aussi sur les médias d'État, la France Info qui fait aussi parfois des choix éditoriaux qu'on paye avec notre redevance et qu'on peut remettre en question. Donc il y a un vrai problème. Parce que là, on fait un procès à Bolloré. Visiblement, Bolloré, qui fait ce qu'il veut avec son argent, qui achète des médias, c'est le mal absolu, mais la loi l'autorise à faire ce genre de choses, et lui n'avance pas caché. Mais quand vous avez un média d'État repris en main de cette façon-là, en pleine campagne politique, qui décide d'invisibiliser des meetings politiques ou des candidats, là, on a un autre problème. Donc, la question des médias, elle est centrale dans cette élection présidentielle. Elle est centrale souvent, mais particulièrement en temps d'élection. Et on voit bien les biais qui sont là, la fabrique du consentement, la façon dont sont traités les candidats. On a l'impression que Zemmour a bénéficié aussi d'une visibilité inédite, un peu comme Macron qui sortait de nulle part en 2017 et qu'on nous vend un second tour Macron-Zemmour alors qu'on n'a rien demandé. C'est injuste à la fois pour le débat, c'est injuste pour tous les candidats qui font un travail de campagne. Et je pense que c'est pas le problème des candidats, là, c'est vraiment le problème du temps médiatique et le CSA qui est complètement largué. Je rappelle qu'on a lancé une invitation au CSA. Absolument. Najwa, elle a été coup de cœur, joli coup de cœur. Oui, alors j'ai découvert dans le journal Le Point, en le lisant, que la mairie de Nice était en train d'expérimenter la présence d'animaux de compagnie dans ses locaux. Alors vous avez donc des agents municipaux qui peuvent venir travailler avec leur animal de compagnie. Et je me suis dit, c'est original. Eh bien, pas tant que cela, puisque en creusant un peu plus cette information, depuis juin dernier, la mairie de Grenoble, elle aussi expérimente cela et autorise les élus à venir travailler avec leurs chiens. Ou chat d'ailleurs. Et la ville de Suresnes également permet à ses employés de venir accompagner également de leur animal de compagnie à partir du moment où ils ne sont pas en contact avec le public. Donc ça, c'est dans le cadre des collectivités locales. Dans le privé, vous avez aujourd'hui en France plus de 200 entreprises privées qui encadrent la venue de ces animaux aux côtés des salariés dans le cadre d'une charte qui fixe les règles strictes d'hygiène et de propreté, mais vous avez quand même 200 entreprises en France qui permettent à leurs salariés de venir travailler, accompagnés de leurs chiens ou chats. Avec un bénéfice évident. Et j'en viens au bénéfice, puisque pourquoi ces expérimentations ? Parce que d'après de nombreuses études, la présence d'un animal a des effets bénéfiques sur le bien-être de son propriétaire et donc du salarié. Donc vous êtes moins stressé, vous développez l'hormone du bonheur, donc vous êtes épanoui. Il y a des règles à la con, pardon de parler comme ça, dans les immeubles, dans les locaux où on n'a pas le droit de venir avec un animal. Ce qu'on peut le comprendre aussi parfois, où ça peut devenir un peu compliqué, mais il y a aussi dans les maisons de retraite, je crois qu'on l'avait évoqué, dans les EHPAD où on est en train d'essayer de faire accepter. Nous-mêmes, les fermes, des petites fermes. Et nous-mêmes, nous avons un chien fripouille à la rédaction.
de Sud Radio. Il y a la mairie de la Garenne-Colombe. Et on le salue. Et on salue Fripouille, absolument. Je vais en profiter pour enchaîner, puisque vous parliez de la ville de Grenoble. Je voulais faire un coup de gueule. Pour une fois qu'il y avait un truc bien à la mairie de Grenoble, c'est bien. Mais le maire de Grenoble, Éric Piolle, qui soutient les hijabeuses. Donc je répète, je reprends cette comparaison de dire c'est quoi les hijabeuses? C'est un sport, le hijab, ces filles qui veulent, donc qui manifestent pour pouvoir jouer au foot avec un foulard sur la tête. Éric Piolle hier qui a dit soutenir les hijabeuses et donc sur le burkini et le rapport au corps, la majorité que je conduis s'est engagée dans un processus de réflexion et de formation. Nous rendrons public nos positions avant l'ouverture de la piscine et donc il y aura des tournois spécialement réservés à Grenoble aux hijabeuses. Les hijabeuses, un commentaire sur Éric Piolle qui n'est plus à une... Je n'ai pas tellement envie de réagir là-dessus parce que je suis d'accord avec vous Valérie, moi je comprends pas qu'elles se fassent appeler les hijabeuses. Elles devraient se faire appeler les footballeuses si elles veulent jouer au foot et après elles ont le droit d'avoir des revendications et il faut en parler, mais bon, moi j'ai fait du sport pendant 20 ans et c'était quand même un formidable moment où je me retrouve avec mes copains et où on parlait de rien d'autre que si de gagner un match et de pouvoir passer une aventure ensemble. Toutes les barrières sociales sautent, toutes les conditions sociales sautent et tout, on se retrouve tous autour d'un ballon ou du sport. Politiquement, on voit qu'il y a quand même un problème. Europe Écologie Les Verts et un certain nombre de politiques qui ne sont absolument pas clairs sur ce thème-là. Alexis Poulain. Oui, le problème, c'est que quand on essaye de faire un segment politique avec ce genre de choses, c'est forcément dangereux. Parce que derrière, c'est un autre agenda. On est un pays, une république laïque. C'est quand même assez simple de s'en tenir à ces règles-là et de savoir où on va. Après, ce qui est étonnant dans ce mouvement de soutien du voile, c'est de voir des mouvements féministes qui sont prêts à soutenir en disant que oui, ça fait partie de l'émancipation. Donc c'est vraiment une sorte de hack un peu de plein de logiciels qui étaient simples auparavant, mais c'est du prosélytisme, tout simplement. On a affaire là à quelque chose qui est pas... on peut jouer au foot sans voile, c'est pas grave, ça permet de jouer au foot aussi. Najwa, peut-être un mot, Najwa, moi, pour être honnête, ça a failli être mon coup de gueule. Mais j'ai préféré les chiens et les chats. Mais Éric Piolle, il innove pas. C'est-à-dire qu'on connaît particulièrement ses positions. Donc vous parliez des Verts, mais la France Insoumise également sur cette question est assez claire. C'est-à-dire que pour des membres de la France Insoumise, porter le voile, c'est une liberté pour certaines femmes qui font le choix pour eux de porter librement le voile. Donc, vous avez une partie de la classe politique, mais aussi des mouvements féministes qui, en fait, défendent un ordre patriarcal. La réalité, c'est ça. Et il faut le condamner, il faut que nous nous mobilisions pour rappeler les règles auxquelles nous sommes et les principes auxquels nous sommes attachés, c'est-à-dire l'égalité entre les femmes et les hommes. Allez, on va passer au coup de gueule peut-être d'Alexis Poulain. Alors moi, c'est un coup de gueule sur le ministre de la Santé, Olivier Véran, qui est le ministre des erreurs. Il appelle ça des erreurs. C'est les nombreux mensonges qu'il a pu proférer depuis le début de cette crise Covid. Il y en a eu, Il y en a trop, je ne vais pas faire la liste parce qu'il faudrait plus d'une heure. Le problème, c'est que ces mensonges-là ont été la base du choix des députés et sénateurs pour mettre en place le pass vaccinal, par exemple. Et le dernier mensonge en date, c'est sur les trains sanitaires. Olivier Véran, sur le plateau d'une radio concurrente, explique que l'État n'était pas capable, en fait, de mettre en place des trains sanitaires pour évacuer des malades du Covid d'une région à l'autre. Et donc, il fallait faire appel à McKinsey, payé grassement par l'État, l'État Macron. Plusieurs milliards depuis que Macron est président qui partent dans les poches des cabinets de conseil, expliquant que donc ça justifiait cette dépense auprès des cabinets de conseil. Or, heureusement, les syndicats de cheminots, la SNCF et autres ont repris le ministre en disant non, figurez-vous que les trains sanitaires, c'est une mesure qui a été prise par la SNCF et par l'État à la suite des attentats notamment, pour être prêt à répondre en cas de crise grave de ce côté-là. Donc McKinsey n'a rien à voir dans la mise en place de
ces trains sanitaires. Donc c'est quand même incroyable de voir que ce ministre passe son temps à mentir en espérant que ça puisse passer, qu'il appelle science finalement des approximations. Hein. Rappelez-vous, une infection vaut une injection, pour bien montrer que finalement les nombreux Français qui refusent la 3e dose ne vont pas casser le système du pass vaccinal qui est dangereux pour la liberté, l'égalité et la fraternité et la citoyenneté en général. Donc je crois que c'est incroyable de voir ce gouvernement qui a été capable de créer sa réalité alternative. On a critiqué Trump dans sa façon de gouverner, mais c'est pire avec la Macronie encore. Et le dernier mensonge d'Olivier Véran, et c'est un mensonge, lui appelle ça une erreur, prouve qu'il est prêt à dire tout et n'importe quoi pour continuer à embobiner les Français. Alors, il y en avait une belle aussi. C'est un éditorial, là. C'est ce que j'allais dire. Moi, j'aime beaucoup. Moi, j'aime beaucoup débattre avec Alexis Poulain, parce que c'est toujours des débats assez intéressants et assez contradictoires, donc c'est super intéressant pour moi. Maintenant, on connaît aussi votre parti pris, Alexis, autour de ces questions-là. Non, mais tout est mélangé. Non, mais tout est mélangé. Le fait qu'il ait menti, ça on est d'accord. Que ça soit une erreur, après, c'est un humain. Voilà, j'en sais rien. Par contre, sur le fait d'une injection, une contamination et tout, c'est de la science. Et on sait très bien que ces gouvernements-là, et ceux à l'étranger aussi dans ces cas-là, ne savaient pas ce à quoi ils avaient affaire. Donc il ne faut pas tout mélanger. Je suis d'accord avec vous sur le fait qu'ils aient sans doute menti et se soient trompés, mais il faut faire attention. Voyant que les Français refusaient la 3e dose, il a inventé ce truc de l'inflexion pour une injection. Oui, bon, ça encore. Moi, la plus belle phrase que je retiens à l'époque, c'était « Les vaccinodromes ne servent à rien ». Voilà. On était tous, nous les élus, en train de monter des vaccinodromes, réquisitionner des salles. Et là, la belle phrase d'Olivier Véran, les vaccinodromes ne servent à rien. Heureusement qu'on en a monté, parce que sinon les gens ne seraient pas vaccinés. Allez, on marque une pause et on se retrouve dans un instant. Et ce sera le coup de gueule de Nicolas Jeantet. À tout de suite. Les débats, on continue avec vous. On va parler de cette campagne. Est-ce que c'est vraiment une campagne de bas niveau? Le second tour Zemmour-Macron, est-ce que c'est joué? Il faut faire attention au sondage. C'est votre coup de gueule, Nicolas Jeantet. Oui, parce qu'on a parlé depuis tout à l'heure des grands influenceurs de cette campagne, outre les chaînes YouTube. Il y a les médias en général. Les médias, YouTube est un média, mais les médias en général. Et je pense que effectivement, les sondages sont influenceurs de cette campagne. Et mon coup de gueule, c'est pas contre les instituts de sondage, mais surtout contre l'interprétation qu'on peut en faire, et notamment que la presse écrite, notamment gratuite, peut faire. L'autre jour, je me baladais, je voyais un journal, je ne vais pas le citer, on disait baisse vertigineuse de Marine Le Pen, ou Macron indétrônable à plus de 10 points. Et donc les Français, en lisant ça, se disent « Oh ben ça y est, tout est joué ». Voilà. Donc je voudrais rappeler simplement les règles de base de ces sondages. 1, c'est une photographie à l'instant T de l'opinion, et donc ça peut changer du jour au lendemain. On l'a vu avec Fillon, on l'a vu, bah oui. D'ailleurs, ça change un peu. Et ce qui est valable aujourd'hui, le 18 février, ne sera pas forcément valable le 10 avril. Deuxièmement, les gens qui répondent à ces instituts de sondage répondent souvent sur des énervements de dernière minute, des réactions chaudes. Et donc c'est pour ça que d'ailleurs, dans ces sondages, l'extrême droite, d'une façon générale, est toujours surévaluée. Parce que les gens, au moment, au moment de mettre leur bulletin de vote dans l'enveloppe, là, réfléchissent et disent, finalement, qu'est-ce que je fais? Et là, c'est plus un coup de cri ou un coup de gueule, mais c'est vraiment un vote conscient. Et ça, c'est important. Moi, je l'ai vu encore, et je vais reprendre l'exemple de mon cher président Hervé Morin, lors des dernières régionales, il y avait le Rassemblement national. Et lui, ça se touchait à 1 point. Et au final, il y a eu 10 points d'écart. Et quand on a dit à Frédéric Dabi, et quand on a demandé à Frédéric Dabi, qui est un ami, on lui dit, mais comment ça se fait que tu as pu... Ah ben oui, mais j'ai pas évalué les abstentionnistes. Et effectivement, et c'est le 3e point, c'est que ces sondages n'évaluent pas les abstentionnistes, qui sont toujours mal estimés par ces sondages. Donc, prudence dans les sondages, surtout quand on a des candidats qui sont 1,5 point, parce que n'oublions pas, et je terminerai là-dessus, que la marge d'erreur est très importante. Je lisais dans le rolling de l'IFOP, que je regarde tous les jours, bien évidemment, à 15h, je suis le premier, bien évidemment, à lire l'IFOP. Il y a en dessous... IFOP fiducial pour Sud Radio. Voilà, tout à fait, c'est pour ça que d'ailleurs je cite. Et comme sur le contrat d'assurance, il y a bien marqué marge d'erreur possible à plus ou moins 1,4, 3,1 points. Vous vous rendez compte? Eh ben voilà. Donc, prudence. Alors ça donne des intentions, ça donne les grands mouvements
politique, mais attention quand même à la lecture de ces sondages. Et puis je rajouterais que le chiffre qui est important aussi dans ces sondages, c'est la certitude du vote chez les gens qui vont voter. Qui sont pas très importants aujourd'hui. Je crois que c'est à peine un Français sur 2 qui est sûr de son choix. Oui, alors en même temps, dans les questions, dans les réponses, c'est êtes-vous sûr d'aller voter et pour qui allez-vous voter? Enfin, on est sûr d'aller voter, on peut changer, ne pas aller voter au dernier moment. Hein. Oui, non, mais vous avez raison de le dire et on le rappelle à chaque fois, c'est une photographie à l'instant T, etc. Sauf que ça fait parler, on le commente, on ne fait que ça d'ailleurs. On ne fait que ça, de commenter ces sondages et effectivement, on a quelques exemples de ratés, en particulier pour les régionales. Lors des régionales. Vous voulez réagir peut-être Alexis ou Najwa sur les sondages? Vous les regardez, vous en tenez compte, vous les interprétez? Oui, alors moi je suis obligé de les commenter, les sondages, et pardon Najwa. Je t'en prie. Vas-y, allez-y Alexis. Alors, donc moi je suis obligé de les commenter, c'est vrai que je les regarde, mais je les prends avec des pincettes, et d'ailleurs c'est un média suisse, Le Temps, qui disait les sondages français sont particulièrement sujets à interrogation et caution. Et c'est vrai qu'on peut se demander, la folie sondagière déjà, de voir comment on est tombé dans cette campagne permanente du sondage permanent qui fait qu'on va cacher les idées ou on va du moins envoyer des candidats. Alors là, ça commence les sondages nous permettent d'avoir une sorte de, sur le long terme, de voir une courbe où ça va à peu près. Mais quand on voit d'autres sondages sur les intérêts des Français. Par exemple, un sondage là qui était dans le Figaro aujourd'hui, 43% des Français pensent que Macron est un très mauvais candidat pour le pouvoir d'achat, et de l'autre côté, on nous le vend à 25% dans les sondages. Donc, oui, ça veut rien si dire, on recoupe les différents sondages, on se rend compte qu'il y a un truc qui va pas, et que on peut pas se fier aux sondages pour prévoir une élection ou ce qui va se passer dans l'isoloir pour chacun des Français. Donc c'est vraiment un outil comme un autre, mais un outil très peu fiable en réalité. Frédéric Dabi s'était pas trompé lors de la dernière présidentielle. Le IFOP, c'était pas trop. Faut pas non plus. Non, c'est vrai que lors de la dernière présidentielle, la rencontre avec Bayrou et le rapprochement avec le centre avait montré une petite évolution chez Macron. Et puis l'affaire des costumes de Fillon avait aussitôt été marquée par une chute de Fillon. Ça donne, voilà. Moi, la première fois que j'ai voté, c'était en 2007. Une tendance. Moi, la première fois que j'ai voté, c'était en 2007. J'avais à peine 20 ans. C'était la belle époque. Et je me rappelle si jeune que ça. Et je me rappelle que les sondages à l'époque avaient donné le résultat final entre Ségolène Royal et Nicolas Sarkozy. Je me rappelle très bien, c'était à un point, mais des mois avant. Donc, pour moi, je veux bien qu'on dise que les sondages sont une information, une photographie sur l'instant T, vous avez raison. Mais c'est quand même du boulot, et quelquefois du bon boulot qui est fait par les sondeurs. Voilà. Mais revenons sur notre débat qu'on avait amorcé après le son de Gilles sur le fait que tout le monde déplore le niveau exécrable de cette campagne. À qui la faute? Est-ce qu'elle est vraiment aussi mauvaise que ça? Et la faute à qui? Je ne sais pas si Alex Armand, vous voulez... moi je trouve qu'elle est très mauvaise, mais pour moi c'est la faute à Emmanuel Macron, qui est toujours pas candidat à l'élection présidentielle alors qu'il est le président sortant. Et qu'on entre toujours pas... je suis désolé. Enfin, ça a toujours été comme ça. Pas aussi tard. C'est ce que j'allais dire. Attendez, ça est arrivé 2 fois aussi tard. C'était François Mitterrand et Jacques Chirac, qui étaient des présidents sortants. Je suis désolé. En 2012, le président de la République, Sarkozy, se présente début février dans un JT de 20h. Et puis après, on peut reprendre tous les candidats anciens présidents. C'était pas aussi tard. Là, aujourd'hui, il y a un bilan. Lesquels? Giscard. Hollande, Hollande ne s'est pas représenté. Il a annoncé dès le mois de novembre. Donc on est rentré très tôt en campagne. Sarkozy en 2012, encore une fois, il est rentré en février. En février, oui. Voilà, tout début février, le 2 ou le 3 février. Je pense qu'Emmanuel Macron va l'annoncer bientôt. Il est obligé de toute façon. Le niveau de la campagne. Il n'y a pas de thème, il n'y a pas de thème qui se dégage, il n'y a rien qui se dégage. Mais ils peuvent les faire. Si, il y a les thèmes imposés par Éric Zemmour sur l'immigration, mais c'est tout. Mais il n'y a pas de débat non plus dans les médias. Il y a 2 raisons essentielles. Pour moi, il y a 2 raisons essentielles. D'abord, c'est la Ve République qui personnalise trop la fonction présidentielle. Et on concentre tout sur le regard des candidats eux-mêmes. On dit toujours que c'est la rencontre entre un candidat et le peuple. Ouais. Et donc, tout est concentré, effectivement, sur la personnalité du candidat, et on oublie, par moment, les idées. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, je pense que la campagne a très mal commencé, puisqu'elle a commencé avec l'entrée, entre guillemets, de Zemmour en septembre, sur les thèmes de l'immigration, et je pense que ça a faussé un peu le débat. La preuve, on ne retrouve plus, d'ailleurs, l'immigration en tête des problématiques des Français. Et je pense
pense que dès le départ, on a polarisé cette campagne autour de Zemmour et ça a faussé un peu le jeu. Et puis, troisième réponse, je pense qu'effectivement, l'entrée en campagne de Macron va permettre enfin de discuter des vrais sujets. Mais très honnêtement, moi qui fais partie de l'équipe de campagne d'une candidate, on travaille le projet, on ne fait que parler de notre projet. Après, les médias ne retiennent ce qu'ils veulent et les médias préfèrent retenir les petites phrases, les mercatos des candidats plutôt que les vraies propositions. C'est l'œuf et la poule, hein, parce que les médias disent c'est les candidats et les candidats disent c'est les médias. Oui, mais on y revient dans un instant. Marque une pause, je vous donne la parole dans un instant. Najwa El Haïty et Alexis Poulain, à tout de suite. Les débats avec vous sur Sud Radio. Nous parlions de cette campagne. Tout le monde se plaint du niveau de la campagne. Est-ce qu'elle est vraiment pire que les précédentes? La faute à qui? Aux médias qui ne retiennent que les petites phrases, comme le dit Nicolas Jeantet, ou aux politiques qui ne cherchent que la petite phrase, mon cher Nicolas. Alexis Poulain. Oui, on peut s'en désoler, mais c'est aussi ce qu'on disait, c'est-à-dire que l'hyper-personnalisation de cette élection présidentielle fait qu'on est obligé d'être dans l'outrance pour attirer l'attention médiatique. Même Yannick Jadot, qui n'est pas forcément dans l'outrance, va dire des choses qu'il va regretter parce qu'il n'y a plus que ça. Et on arrive à une campagne où les meilleurs candidats ne sont pas forcément ceux qui vont faire les meilleurs présidents. Mais être un candidat, c'est pas être un président, c'est être quelqu'un qui va capter l'attention, quelqu'un qui va attirer les micros et les caméras. Et on les voit, les bons candidats. Et donc, ça donne une certaine tonalité, une couleur à la campagne. Et là, comme on part sur certains thèmes, on voit bien que ça peut aller très très loin. Mais derrière, on ne discute pas de programme, on a très peu de solutions. Et ceux qui se posent justement en disant « moi, j'aimerais dire qu'on travaille, qu'on a des solutions ». Regardez, Valérie Pécresse s'est fait tacler sur son meeting parce qu'elle a du mal à parler en public. Voilà, mais pourquoi ce serait une qualité? Enfin, c'en est une certes, mais c'est pas la seule. On peut pas s'arrêter en fait au coup médiatique, à l'info clowns que sont devenus les candidats. Donc c'est dommage et c'est dangereux, je pense, parce que derrière, ça permet toutes sortes de manipulations. Oui. Najwa, elle a été votre point de vue? Mon point de vue, c'est que c'est vrai qu'en septembre, j'avais l'impression, comme beaucoup d'autres, qu'on courait après les thème de campagne d'Éric Zemmour. Et d'ailleurs, ça a été très justement rappelé. On n'entendait parler que d'identité, que d'immigration, et ça a duré des mois quand même. Donc, c'était l'impression qui était donnée vraiment, c'est que tous les candidats couraient après les thématiques d'Éric Zemmour. Ensuite, on est passé au mercato. Donc, c'est vrai, tout ça fait que on a l'impression qu'on passe à côté, mais des véritables débats. Tout à l'heure, on parlait du fait qu'on parlait peu d'écologie. Ça, c'est une réalité dans les débats. On parle peu d'Europe aussi. On parle peu de pouvoir d'achat. Après, là où je ne suis pas du tout d'accord, c'est quand on met tout sur le dos du président de la République parce qu'il se déclarerait tardivement. Non, je suis désolée, d'autant que lui-même, dans le cadre de ses déplacements, il met en avant des thématiques. Donc, il est en campagne alors? Oui, en tous les cas, dans ses déplacements, il met en avant des thématiques avec des propositions et des projets concrets. Donc, ça doit rentrer dans son compte de campagne alors. Tiens, c'est une info exclusive là. Non, j'ai pas dit qu'il était en campagne, j'ai dit qu'il déclarerait sa campagne, j'espère, d'ici peu, mais n'en demeure pas moins qu'un président de la République qui va pas rester ça va faire le buzz. Lui-même quand il se déplace sur différents territoires, quand il y a une usine qu'il soutient dans différents domaines, que ce soit dans le domaine industriel ou dans le domaine nucléaire, c'est aussi intéressant de l'écouter. Et d'ailleurs, vous remarquerez que les candidats à l'élection présidentielle, commentent aussi ces déplacements. Donc je ferme la parenthèse. Oui. Donc après, est-ce que le niveau... je suis pas d'accord. Ouais. Allez-y, finissez. Après, est-ce que le niveau est bas? Moi, je regrette qu'on ne parle pas, je le disais, de pouvoir d'achat, dans le cadre de débats, d'Europe même.
on parle de l'Ukraine, ce qui se passe à la frontière de la France, et je trouve que l'international, là aussi, pourtant, qui a un impact en France, et là aussi, ces thématiques ne soient pas suffisamment traitées. Oui. Moi j'entends tout ce que vous dites, mais d'abord par rapport au fait qu'on ait couru après les thèmes d'Éric Zemmour. Oui, c'est vrai, et c'est toujours le cas, parce que c'est le seul à parler et à mettre des thèmes dans le débat. Je suis désolé, quand on voit un meeting d'Éric Zemmour, il y a des thèmes qui en ressortent parce qu'il imprime auprès de l'opinion. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point... Il imprime parce qu'il a un langage direct, vulgaire par moment, et agressif. Mais parce qu'il dit des choses que les gens pensent tout bas, oui, mais enfin ça c'est facile, c'est du populisme. Je suis pas du tout d'accord avec Éric Zemmour, mais posez-vous les questions dans les partis politiques. Pourquoi quand on écoute un meeting d'Éric Zemmour, des thèmes de campagne en ressortent à chaque fois, et pour les autres candidats, ce n'est pas le cas. On parle effectivement de l'attitude, on parle de la petite phrase et tout. Pourquoi pour Éric Zemmour, on en ressort des thèmes? Ça, c'est une première question qu'il faut que vous vous posiez. Parce que c'est un nouveau candidat et qu'on imprime. Et que Valérie Pécresse, c'est une nouvelle candidate aussi. C'est la première fois qu'elle se présente. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, sur Emmanuel Macron, président de la République, on ne met pas tout sur ses épaules. On dit simplement qu'il est candidat président sortant, que c'est projet contre projet, qu'il a amené un projet pendant 5 ans et que les candidats qui sont candidats aujourd'hui veulent combattre ce projet. C'est normal que la campagne patine et que personne ne sache réagir. Non mais je m'inquiète pas. C'est juste que quand vous savez, moi tout va très bien, tout se passe très bien dans le meilleur des mondes. Je suis juste commentateur politique. Ce que je veux dire, c'est que quand on dit pourquoi la campagne ne démarre pas, c'est parce qu'effectivement le favori des sondages n'est pas en campagne. En campagne. Et on attend de voir d'ailleurs son projet pour pouvoir discuter projet contre projet. Mais on était plus au-delà de ne démarre pas, sur le niveau de la campagne. Est-ce qu'elle vous semble pire que les autres campagnes? Est-ce que finalement toutes les campagnes ne sont pas violentes? On voit Anne Hidalgo qui semble découvrir les trahisons. C'est un peu le propre de la politique quand même. C'est d'une violence, mais c'est d'une violence. Et pour Anne Hidalgo, mais alors franchement pour Marine Le Pen, c'est d'une violence inouïe. Quand vous lisez le Parisien ce matin, qui vous donne un peu les offs qui se passent à l'intérieur de son parti, oui, c'est d'une violence inouïe. Mais comme je disais tout à l'heure pour Valérie Pécresse, bienvenue en politique en fait. Vous êtes candidat à l'élection présidentielle. Une élection présidentielle, c'est très violent. On rentre dans l'intimité des candidats. Il faut avoir un cuir solide, très très fort. Mais alors parlons justement aussi. On parle d'Emmanuel Macron, mais de Nicolas Sarkozy, son non-soutien à Valérie Pécresse. Non mais attendez, qui vous dit qu'il y a un non-soutien de Nicolas Sarkozy à Valérie Pécresse? L'absence de soutien ou de non-soutien. L'absence, pour l'instant, de soutien officiel à Valérie Pécresse, mais enfin, elle est allée déjeuner avec lui l'autre jour. Pas déjeuner, elle est allée la voir l'autre jour. Pour moi, il n'y a pas de mystère. Nicolas Sarkozy soutiendra Valérie Pécresse le moment venu. C'est un ancien président de la République. Il prend le temps de l'annoncer. D'ailleurs, je ne suis pas sûr que l'annoncer maintenant apporterait quelque chose. Il faut plutôt attendre 15 jours avant l'élection. Et puis même, je vais même faire une confidence. Je vais même faire une confidence. Est-ce que le soutien de Nicolas Sarkozy est si utile que cela? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Très honnêtement, je suis pas sûr. Non, je suis pas sûr. Je pense qu'effectivement, les Sarkozy votent de toute façon pour Valérie Pécresse. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr non plus. Et on apprenait, je crois que c'est dans le Canard enchaîné, que Emmanuel Macron avait organisé un déjeuner d'anniversaire pour Nicolas Sarkozy. Donc ça veut dire qu'il y a aussi de très bonnes relations entre les deux hommes. Alexis et Najwa, vous en pensez quoi? Moi, ce que j'en pense, c'est que le président de la République, Nicolas Sarkozy, ne se gêne pas pour faire état de ses relations avec Valérie Pécresse. N'en déplaise à vous. Enfin, je sais que vous soutenez Valérie Pécresse et c'est normal, mais en tous les cas, vous avez un président de la République, Nicolas Sarkozy, qui, dans le Figaro ou ailleurs, on l'a vu même dans le Canard enchaîné. Excusez-moi, mais je termine. Laissez-la terminer. Surtout qu'à distance, c'est un peu compliqué. Donc, qui n'hésite pas à l'égratigner. Et il le dit. Il dit qu'elle n'a jamais fait partie de ses proches, qu'elle est inexistante dans le cadre de sa campagne, qu'elle part dans tous les sens. Donc ça, c'est des critiques quand même qu'il aimait. Attention. Il faut dire la vérité. Attention. Juste comme la vérité. Éric Woerth, excusez-moi, je termine. Et un Éric Woerth qui... tout à coup soutient le président Emmanuel Macron
excusez-moi, on sait très bien qu'Éric Woerth est un proche de Nicolas Sarkozy. Donc tout ça est fait subtilement. Mais moi, je ne crois pas, je vous le dis, je ne crois pas que Nicolas Sarkozy appellera... Non, mais on prend les paris. Je ne crois pas que Nicolas Sarkozy soutiendra Valérie Pécresse. Moi aussi, je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord aussi. Non mais objectivement, il faut être honnête. Il faut être honnête 2 secondes et regarder les choses. Ce sont des off, vous avez raison. Attention, ces off, c'était Marion Moore, que je connais très bien, qui est une amie, qui est journaliste au Figaro, qui a pris des bouts de phrases de visiteurs de Nicolas Sarkozy, qui disaient que parce que... Attention. Ouais, mais moi je vous engage à lire, si vous ne l'avez pas lu, le livre d'Olivier Beaumont et de Nathalie Segonde qui s'appelle « Chérie, j'ai rétréci la droite », qui parle de la relation entre Emmanuel Macron et Nicolas Sarkozy. Ce sont 2 journalistes qui sont vraiment, pour le coup, très fiables, avec des sources très, très vérifiées. Et on sent bien qu'il y a une adéquation, il y a vraiment quelque chose qui passe entre Nicolas Sarkozy et Emmanuel Macron. Ça se voit, ça se sent, ça s'entend. Et puis, honnêtement, il joue à aucun jeu, Nicolas Sarkozy, aujourd'hui. Aujourd'hui, il fait juste de la politique. Voilà. Et si c'est un jeu, la politique, il faut dire qu'il joue très bien dans ces cas-là. Vous imaginez 1 minute, l'ancien patron de l'UMP, l'ancien président de la République de droite, soutenir demain Emmanuel Macron. Ouais. Ah oui, je vous le dis franchement, parce qu'à mon avis, il pense à son parti, il pense au LR. Lui, ce qui l'intéresse, je pense, mais je le connais pas, Nicolas Sarkozy, mais en tout cas, si j'étais à sa place, je me dirais, ce qui l'intéresse, c'est de faire un accord de gouvernement pour sauver LR, parce que LR est mal au point. Bien sûr. Et qu'il se dit que demain, s'il arrive à faire un accord de gouvernement avec Emmanuel Macron, il aura sauvé son parti. Et je vais même aller plus loin. Il y a même des bruits qui disent qu'il glisse le nom. Des bruits. Oui, mais je suis d'accord. Ça fait partie des ragots politiques qui détruisent justement la campagne. C'est pour ça. Mais non, je suis désolé, c'est la politique, les off, les bruits, ça a toujours été la politique. Mais après, à prendre avec des pincettes. Comme quoi, il aurait glissé le nom de Christine Lagarde comme future première ministre. Parce que, attendez, tout simplement, est-ce que ça vous semble irréaliste qu'il ait fait ça après avoir eu Édouard Philippe comme Premier ministre et Jean Castex qui était... Ah non, mais ça c'est possible. Bah non, mais ça, donc ça veut dire que s'il devait soutenir Valérie Pécresse, il l'aurait fait beaucoup plus tôt, il aurait parlé. Aujourd'hui, il prend son temps et franchement, bien raison de le faire parce que il ne sait pas ce que donnera le résultat final avec Valérie Pécresse. Allez, on marque une pause, on se retrouve dans un instant vers un second tour Zemmour-Macron. Peut-être, on y en reparle dans un instant. Les débats avec vous sur Sud Radio, on est ensemble jusqu'à midi et on va parler peut-être de ce sondage exclusif pour Sud Radio, les traits d'image de Marine Le Pen et d'Éric Zemmour. Selon vous, est-ce que les caractéristiques suivantes s'appliquent plutôt bien ou plutôt mal à Marine Le Pen et Éric Zemmour? Il se trouve que Marine Le Pen arrive en tête dans toutes les catégories, plutôt bien, donc total bien, défend les intérêts de la France, 58% pour Marine Le Pen, 41% pour Éric Zemmour, proche des préoccupations des Français, 56% pour Marine Le Pen, 37%, je ne veux pas vous faire tout le sondage, mais quand on regarde les 2 colonnes, et surtout celui qui est intéressant, celle qui est intéressante comme item, c'est à la stature, est-ce que l'un de ces 2 candidats a la stature d'une présidente ou d'un président de la République, 42% pour Marine Le Pen, 24% pour Éric Zemmour. Tout est là. N'oublions pas qu'Éric Zemmour, c'est à la base un journaliste, un polémiste. Il n'a jamais conduit. Vous l'imaginez conduire les affaires du pays? Vous l'imaginez? Il ne sait même pas ce que c'est qu'un budget de finances publiques. C'est extrêmement compliqué. Enfin, il faut avoir au moins géré une mairie, un département ou une région avant d'être président de la République. On ne s'improvise pas du jour au lendemain président de la République. Et quand on lui pose la question, il dit j'aurai une équipe. Mais quelle équipe? Il va mettre qui? Philippe de Villiers comme Premier ministre? Soyons sérieux. Ça donnait des idées à certains. Ça donnait des idées à certains. Il n'avait rien géré avant d'être président de la République, Emmanuel Macron. Il avait été ministre quand même. D'accord, mais vous dites gérer une mairie ou quoi? Enfin, être ministre. Il a été ministre du budget quand même. Enfin, c'est quand même très important. Avec vous, mais il n'avait pas géré politiquement. Il n'a jamais eu de mandat électif, c'est ça, c'est surtout ça. Et je pense qu'il le paye d'ailleurs un peu aujourd'hui. D'ailleurs, il le paye aujourd'hui. Il a surtout payé en début de mandat. Mais il y a un paradoxe. On va me dire c'est encore un sondage, etc. Mais il y a un paradoxe à voir la dynamique d'Éric Zemmour, et puis avec ce chiffre 24% qui estime qu'il a la carrure d'un président. C'est bien pour ça que le vote pour l'instant à Éric Zemmour est plutôt un vote protestataire, plutôt qu'un vote vraiment pour amener Éric Zemmour au 2e tour de l'élection présidentielle. Oui, Alexis Poulain. Moi, je trouve que c'est ça, c'est encore un coup médiatique comme l'a été celui d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire qu'il arrive sans parti, il arrive à avoir 100 000 adhérents maintenant avec Reconquête, il a eu cet état de grâce avec les médias qui lui a permis d'entrer en campagne de manière tonitruante, mais on pourrait se retrouver avec 2 candidats qui n'ont jamais eu de parti au 2e tour de l'élection présidentielle. Ça montre aussi la crise profonde des partis traditionnels qui sont incapables finalement d'exister, d'animer un débat démocratique
et d'avoir un candidat aussi à la hauteur. Comme je le disais tout à l'heure, le problème du candidat, c'est que c'est un candidat qui doit être médiatique. Or, on a affaire là, que ce soit Anne Hidalgo, Valérie Pécresse ou même Yannick Jadot, des gens qui ne sont pas forcément très à l'aise ou très, très bons en termes de rapport aux médias. Et c'est ça, malheureusement, qui peut faire l'élection. Donc, c'est vraiment un jeu délicat. Les sondages ne sont qu'une la cerise sur le gâteau. Oui. Najwa, Laïté, ça vous étonne ce sondage, ce résultat ? C'est vrai que le constat qu'on fait, c'est que, et c'est historique, hein, je tiens à le rappeler quand même concernant Marine Le Pen, d'être aussi crédible. Hein. C'est, je pense, elle a réussi sa normalisation. Les premiers sondages, dans le cadre d'une campagne présidentielle, qui la donne aussi comme une personnalité crédible. On a le rappel. C'est la première fois et c'est historique. Je vais vous rappeler les chiffres. Hein, on les a grâce à l'IFOP. En 2015, c'était 30% qui estimaient qu'elle avait la stature d'une présidente de la République. En 2017, 34. En mars 2017, 34. En septembre 2017, 27. En septembre 2020, 35. Et là, on est à combien ? Et là, on est à 42. Ah oui. On est à 42 et elle progresse. Elle a réussi encore une fois sa normalisation. Sur tous les items proches des préoccupations des Français. Mais ça peut être fait. Ouais. Pardon, Najwa, je vous ai interrompu. Excusez-nous. Non, il n'y a pas de souci. Mais je rebondis sur ce qui vient d'être dit. Elle a réussi sa normalisation, sauf que ça plaît pas à ses proches ou à des membres du Rassemblement national. Donc, c'est des membres du Rassemblement national, d'ailleurs, qui font le choix de la quitter pour Éric Zemmour, estiment qu'elle a trop édulcoré son discours. Bien sûr. Donc, ça dérange au sein de son parti. Et c'est à la fois sa force d'être considérée comme crédible par la majeure partie par des sondages, différents sondages. Donc c'est à la fois sa force, mais à la fois sa faiblesse par rapport aux siens. Oui. Et donc c'est là où il y a tout un paradoxe. Oui, non mais tout à fait. Non mais tout est dit. Je pense que moi, oui, ok, elle a les meilleurs chiffres, plus de crédibilité, mais je pense que ça peut lui être fatal cette campagne. Alors on parle des sondages depuis le début de l'émission. Oui, il faut faire attention à prendre les chiffres, mais là on constate que les courbes se croisent, que Éric Zemmour se rapproche des résultats et de Valérie Pécresse en dépensant selon certains sondages et en se rapprochant de Marine Le Pen. La campagne, elle est longue sans être longue encore, et je pense qu'un mois et demi. Aujourd'hui, le problème, c'est que on a le sentiment, je vous le dis franchement, qu'il y a qu'un seul candidat qui a travaillé et qui a progressé. Et je le dis, alors que je suis pas du tout adepte d'Éric Zemmour. Il est parti de rien. Et donc vous avez raison. Il n'est parti de rien. Il n'est parti de rien et il est déjà à 24% en termes de. Mais c'est beaucoup. Est-ce que c'est un vote protestataire ? Et d'ailleurs, les votes d'extrême droite pas dire c'est un vote sont toujours des votes protestataires. Ce sont pas des partis de gouvernement. Non, mais d'accord. Mais... Et ils se plaisent uniquement à être dans l'opposition et dans la protestation. Dites que c'est un vote protestataire et vous verrez à la fin de la fête, on comptera ce qui passera. Dites que c'est un vote protestataire. J'espère en tout cas que l'extrême droite ne va pas arriver au pouvoir. Non mais d'accord, mais si pour vous, aujourd'hui vous dites que c'est un vote protestataire, c'est que vous ne voulez pas travailler. Et que vous dites simplement que Éric Zemmour qui remplit des salles, c'est normal. Marine Le Pen d'ailleurs dit c'est normal, et elle fait une campagne qui est différente. Maintenant elle va que sur le terrain. Elle fait que ça. Elle fait plus de meeting. Valérie Pécresse aussi. Valérie Pécresse a dit qu'elle ferait plus de grands meetings. Pareil. Elle va en faire 4. Non mais bon, plus de grands meetings comme la taille du Zénith, c'est ce qu'elle a annoncé. Alors qu'Éric Zemmour il empile les salles et il les remplit. Non mais attendez, Éric Zemmour, il fait un meeting par semaine. Soyons là aussi raisonnables. Le reste du temps, il fait des médias. Il fait des meetings comme vous. Il fait un meeting par semaine qui est médiatisé. Le reste, il fait pas. Il en fait pas. Difficile quand on est à distance. Alexis Poulain, votre protestataire, celui d'Éric Zemmour ? Oui, c'est le seul candidat qui dit officiellement que le pass est inutile, qui prend des positions très clivantes sur les crypto-monnaies, sur plein de sujets que les autres candidats évitent. Donc ça lui permet d'engranger tous ces soutiens-là. Après, c'est une personnalité clivante également. Quand on regarde personnalité politique préférée des Français, on voit bien que c'est l'assurance aussi d'une réélection d'Emmanuel Macron en quelque sorte, parce que Zemmour passe à Macron, c'est Macron qui passe. Mais par contre, Zemmour, lui, il a aussi en germe avec Reconquête une refondation de la droite, avec l'explosion des LR qui serait pas au second tour, et avec là, il est en train de grand remplacer le Rassemblement national avec Reconquête. Mais moi, et là, ça
ça se voit. Je pense que ça devient aussi un vote d'adhésion, Nicolas Jeantet. Non, mais ça l'est complètement. Mais c'est un vote d'adhésion sur la contestation. Oui, un vote d'adhésion sur la contestation. Je suis entièrement d'accord avec ce que dit Alexis Poulain. Et d'ailleurs, il est en train de préparer l'après-présidentielle parce qu'il veut la réélection de Macron, il veut que la droite éclate et il prépare déjà l'union des grandes droites pour la prochaine présidentielle. Voilà, il n'a qu'un objectif et avoir cet objectif à long terme, je trouve que ça fausse totalement l'élection présidentielle. Comme disait Najwa El tout à l'heure, quand vous comptez, il y a 35-40% de votes d'extrême droite en France. Quand vous cumulez, pour vous, c'est de la contestation. Excusez-moi, par principe, c'est un vote de contestation. Par principe, dans ces cas-là, aux États-Unis, c'était de la contestation pour Trump, on voit le résultat aujourd'hui. Au Brésil, pareil. Si vous vous dites que c'est de la contestation de tous les côtés, vous avancerez jamais. La preuve que c'est la contestation. Parler à ces gens-là, c'est pas de la contestation. Chaque fois qu'ils élisent en Italie, par exemple, ils votent extrême droite, ils mettent au pouvoir un populiste, et 6 mois après, il est obligé de rendre les clés, et voilà, et donc c'est fini. Donc ça prouve bien que ce ne sont pas des partis de gouvernement, mais ce sont des votes de contestation. Désolé, c'est pas des partis de gouvernement. Chaque fois qu'ils sont en place, ça échoue quelques mois après. Si vous voulez, mais c'est pas des partis de gouvernement. En attendant, à chaque élection, Marine Le Pen a progressé pour prouver qu'elle pouvait gouverner. Et aujourd'hui, on a les résultats. Elle est crédible à 44% alors qu'elle était à 30% en 2017. Voilà, c'est tout. C'est mathématique. Après, si pour vous, c'est de la contestation, très bien. Et puis le débat, ça sera contestation, pas contestation, et on verra le résultat. Et on verra le résultat. Najwa ? Pour moi, c'est pas un vote de contestation. On n'est plus là, hein, franchement. On parlait des thématiques d'Éric Zemmour qui s'imposent. C'est que vraiment, il y a des questionnements des Français là-dessus. Je ne sais plus qui disait. Donc c'est questionnement, donc une contestation. Ceux qui pensent que la France va bien, eh bien, voteront Emmanuel Macron. Ceux qui pensent que la France va mal voteront Éric Zemmour. Et ben, moi, je suis. Il y a une alternative quand même, c'est Valérie Pécresse. Je partage. Excusez-moi, je partage. Là, vous êtes en train vraiment. Là, c'est pas gentil. Vous êtes en train de mettre. Attendez. C'est quoi la ligne de Valérie Pécresse ? Oui, allez-y, Najwa. Non, mais je veux bien que vous vouliez fermer les yeux sur des choses déplaisantes, mais force est de constater sur le terrain, puisque quand même je vais, en tant qu'élue, je suis assez présente, j'échange avec mes concitoyens, et autant vous dire que certains disent, moi je voterai Éric Zemmour, parce que Éric Zemmour, eh bien, il parle de choses que les autres candidats ne parlent pas. Et les questions d'immigration, l'immigration ne doit pas être un sujet tabou. La sécurité ne doit pas être un sujet, ne doit pas être un sujet tabou. Et Dieu sait que je suis éloignée des thèses d'Éric Zemmour. Oui, simplement, exactement. Non, mais là, vous êtes dans un jeu politique. Il ne faut pas nier qu'il parle à une certaine France en perte de repères, qui galère, et donc on peut pas le nier. Donc il s'agit pas ensuite de critiquer Éric Zemmour, il s'agit par les programmes et les propositions de rassurer cette partie de la France. Là, vous êtes en train de faire la promotion d'Éric Zemmour après avoir fait la promotion de Marine Le Pen. C'est ce qui vous arrange d'avoir un duel. Avant, c'était Macron-Le Pen, maintenant c'est Macron-Zemmour. Bien évidemment, c'est le duel qui vous arrange pour gagner l'élection présidentielle. Parce que vous savez très bien que si c'est Valérie Pécresse qui arrive au second tour, Macron sera perdu. Donc voilà, c'est facile. C'est la réponse facile. Bah oui, mais c'est exactement votre stratégie. Excusez-moi, Valérie Pécresse, elle n'arrive pas à convaincre. C'est la faute d'Emmanuel Macron, c'est la faute des autres candidats. À un moment, il faut se poser les bonnes questions. Elle devrait vous arranger. Et donc, il n'y a pas, quand je parle il n'y a pas de sujet tabou, eh bien, les thématiques qui sont abordées par l'extrême droite doivent être aussi abordées avec des propositions elle le fait, Valérie concrètes Pécresse. pour rassurer Valérie Pécresse, vous me demandiez tout à l'heure la ligne de Valérie Pécresse. S'il vous plaît, qui attend des réponses par rapport à cela. Vous m'interrogez tout à l'heure sur la ligne de Valérie Pécresse. Elle est claire. Elle est forte sur le régalien, ce qu'on n'avait pas, et c'est le grand défaut d'Emmanuel Macron. Elle met tout sur la justice, tout sur la police. Elle remet de l'ordre dans ce pays qui va très mal, parce que vraiment, le régalien, ça a été le plus gros échec d'Emmanuel Macron. Et en termes économiques, c'est une libérale. Voilà, moi je m'y retrouve totalement fort sur le régalien, libéral en termes économiques. La ligne, elle est très claire. Mais pourquoi elle prend les
Pourquoi elle prend les thèmes, les anathèmes de l'extrême droite? Elle ne reprend aucun anathème de l'extrême droite. On a parlé de sur cette polémique elle reprend pas où elle le grand disait simplement qu'elle ne croyait pas au grand remplacement d'Éric Zemmour. Alexis. Valérie Pécresse ne reprend pas le grand remplacement. Justement, elle tire à boulet rouge sur cette théorie en disant que les Républicains sont un parti qui reste dans le cadre républicain et que cette théorie conspire n'a rien à faire là. Exactement, le seul candidat de grand remplacement, c'est Éric Zemmour. Et dans son meeting, alors on n'a pas entendu le même meeting. Alors. C'est vous qui je vous envoie le discours. Et d'ailleurs, je vous envoie le discours. Pas tous en même temps, Alexis. D'ailleurs, ça fait. D'ailleurs, ça fait elle s'est expliquée. Non, mais elle s'est expliquée en plus après ce meeting en disant bien que si elle utilise ces termes, c'est pour les critiquer, les attaquer, c'est pas pour les valider. C'est incroyable de vous entendre dire ça. Mais non, mais vous arrange d'écouter entendre ce que vous voulez entendre. Attendez, Éric Ciotti. Non, mais je veux bien que vous. Ah, ça vous arrange, un duel Zemmour-Macron. Ça y est, on commence à le comprendre. À un moment, Éric Ciotti, il ne parlait pas de Guantanamo. Est-ce que Madame Pécresse est revenue là-dessus? Oui ou non? Mais ça n'a rien à voir. Elle n'est pas d'accord comme moi sur Guantanamo. Moi, ça m'a fait plaisir quand j'ai entendu ça. Ça n'a jamais rien à voir. Excusez-moi. C'est pas dans le programme. C'est comme, c'est en même temps. Alors, on peut faire le procès du en même temps macroniste. Hein. Vous avez souffert pendant 5 ans. Donc on peut faire la même chose. Vous allez demander à côté. Alexis, on peut faire la même chose. D'un côté, la synthèse, ça marche, de l'autre, ça marcherait pas. Non mais attendez, bien sûr. Non mais on peut pas en placer une. Non mais alors laissez Alexis. On peut pas en placer une. Allez, Alexis, terminé. Du candidat Macron qui n'est pas déclaré soi-disant, mais qui fait campagne depuis un mois. Mais quand même, c'est incroyable ça. Donc, elle a critiqué cette idée du grand remplacement. Après, le problème de cette candidature Zemmour, c'est qu'elle sert Macron. C'est-à-dire que c'est à peu près le seul candidat en face duquel il est sûr de gagner. Avec tous les autres, même avec Madame Le Pen. Ah oui, vous n'avez pas vu les autres sondages. Face à Valérie Pécresse, il l'emporterait. Marine Le Pen, il l'emporterait. Il gagne face à tout le monde. Vous allez voir. Il n'est même pas testé face à Jean-Luc Mélenchon ou à d'autres. Un débat de deuxième tour, Macron, Valérie Pécresse. Vous allez voir qui gagnera. Eh ben, on verra. Rendez-vous est pris. S'il y a un deuxième tour, Pécresse, Macron. Mais il y en aura un, Valérie. Allez, on se retrouve lundi. Très bon week-end dans un instant, André Bercoff.